Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a de cela une décennie, la radio Amfani a initié une émission radiophonique intitulée À cœur ouvert avec les hommes politiques. Cette émission a fait la fierté des auditeurs et auditrices de la FM 100. Plusieurs dirigeants de la classe politique avaient accepté de répondre aux questions sur leur vie, leur parcours politique et la vie de la nation. Aujourd'hui, 10 ans après, le groupe de presse Amfani a grandi avec la création d'une chaîne de télévision. La classe politique nigérienne a aussi évolué avec la création de nouveaux partis politiques qui sous-entend l'apparition d'une nouvelle classe de leaders politiques. Quoi de plus normal donc de revenir avec cette émission tant appréciée, À cœur ouvert avec les hommes politiques, dans sa saison 2. Pour cette première émission, nous la consacrons à M. Ibrahim Yacouba. Il est le président du Parti Mouvement Patriotique Nigérien, MPN Kishinkasa. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Faites-nous une présentation brève, en quelques minutes, de qui est Ibrahim Yacouba. Bon, c'est toujours assez gênant de parler de soi-même. Ce que je peux dire, peut-être l'essentiel des Nigériens le connaissent. Moi, je suis né à Maradi il y a aujourd'hui 48 ans et quelques mois. J'ai fait mon parcours scolaire, une grande partie à Maradi, puis à l'École nationale d'administration, et puis au Maroc pour ce qui est de l'étranger. Et pour ce qui est de ma vie sociale, je suis marié avec 4 enfants. J'ai consacré l'essentiel de ma vie administrative à la douane jusqu'à ce que je démissionne il y a quelques années. Et j'ai consacré aussi une partie de mon temps à un engagement syndical très intense au niveau de l'École nationale d'administration, puis avant au niveau de mon cycle scolaire et après lorsque je suis devenu travailleur au niveau de la douane et aussi une grande partie au niveau de la société civile. Donc voilà en résumé ce que je peux dire. Je le dis toujours avec beaucoup de gêne parce que c'est extrêmement difficile de parler de soi-même. Vous préférez Ibrahim Yacouba ou c'est Ibrahim Yacoubou? Ah oui, d'accord. Non, je vois. Non, ce qui s'est passé, mon nom c'est mon prénom. Au Niger, on se comprend. Oui. Mon prénom c'est Yacouba. Mais sur certains papiers, à un certain moment de mon parcours scolaire, tantôt c'est écrit Yacoubou, tantôt c'est écrit Yacouba. Donc il a fallu que je fasse une ordonnance du juge pour établir que sur mes papiers c'est Yacouba comme prénom. Mais Ibrahim c'est le prénom de mon père. Il s'appelle Ibrahim Medaj, qui est décédé il y a quelques années. Donc c'est officiellement sur les papiers Ibrahim Yacouba, mais vous verrez à un certain moment, au niveau de certaines écoles, ou certains diplômes, tantôt Yacouba, tantôt Yacoubou. Et lorsque je m'étais présenté aux élections de 2016, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on m'a expliqué qu'il suffit simplement de demander à un juge d'établir une ordonnance, et c'est ce que j'ai demandé, pour qu'il établisse une ordonnance qui formalise définitivement le prénom en Yacouba. Donc c'est Ibrahim Yacouba sur mes papiers, mais ça continuera toujours à être l'un ou l'autre suivant les époques de ma vie, ou les écoles, ou les diplômes, ou des choses qui sont écrites ou publiées par ailleurs. Monsieur le Président, vous l'avez dit dans votre autobiographie que vous étiez un cadre de la douane. Pourquoi le choix de la douane? C'est totalement fortuit en vérité. Hein. Moi, lorsque j'ai fait le brevet à partir de Maradi, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas, mais à l'époque, on orientait un certain nombre d'élèves dans les écoles professionnelles où certains faisaient le choix d'aller au lycée. Moi, j'avais choisi 3 écoles professionnelles. Je voulais aller à l'école des cadres de l'élevage à l'époque, puis il y avait l'ENSP et l'ENA. Mais à un niveau qui est le niveau du conseil
je crois, des professeurs pour l'orientation. Lorsqu'ils ont vu mes choix, un de mes professeurs, il est vivant encore, c'est mon professeur d'histoire que j'aime bien, géographie, il a levé pour me dire, pour mettre lycée en premier choix. Maintenant, au niveau de la commission ici d'orientation, ils m'ont quand même orienté à l'ENA. Et lorsque moi j'étais venu à l'ENA, je voulais faire plutôt travail et sécurité sociale. Par réflexe d'identification à ma soeur qui travaillait à la caisse, et je trouvais ça comme assez intéressant. Donc moi, en venant de Maradi et puis en venant à l'ENA, je voulais faire travail et sécurité sociale. Mais mon père, lui, à l'époque, il m'a dit, il faut faire la section où on devient sous-préfet. J'avais compris la fascination qu'il avait pour ça, et elle correspond à l'administration. Et lorsque j'étais venu, c'est à l'ENA que je me suis rendu compte qu'en vérité, la section travail et sécurité sociale était ouverte 1 an sur 2. Sinon, la première année, le travail de vacances que vous faites à l'ENA, qui sanctionne la première année, je l'ai fait à la CNSS de Maradi, pensant dire que je vais avoir quelques rudiments avant d'entamer la formation. Mais lorsque nous étions revenus, il nous a été signifié que cette section n'ouvrait pas. Et puis j'ai choisi la douane comme ça parce que l'uniforme me paraissait assez joli. Et je me suis dit que derrière cela, on peut avoir une carrière qui peut être utile pour l'État à partir de l'uniforme. Sinon, dans mon projet en venant à l'ENAM, c'était être agent de la sécurité sociale. Si je devais écouter mon père, c'est d'aller m'inscrire dans la section administration générale. Bon, finalement, je ne fais ni l'un ni l'autre. J'ai fait un autre choix et j'ai été orienté dans cette section-là, section douane. Monsieur le Président, vous avez eu un parcours très bien rempli au niveau de la douane, puisque votre carrière a fini avec le grade de colonel d'inspecteur Inspecteur principal des douanes. Absolument. Parlez-nous un peu de votre vie dans cette fonction de douane. En tant qu'agent de douane, mon premier poste d'affectation, c'était la direction régionale de douane de Niamey. Vous savez, le cycle moyen, c'est 3 ans. Donc, lorsque nous sommes arrivés en 1988, nous avons terminé le cycle en 1991 dans la catégorie de contrôleur de douane. Et ça correspond dans le grade militaire au grade de sous-lieutenant. Donc, moi, j'avais été affecté à la direction régionale de Niamey pendant quelques temps. Puis, j'ai été à nouveau affecté à l'aéroport de Niamey. L'aéroport de Niamey, c'est assez intéressant du point de vue expérience. C'est un bureau particulier, vous avez des opérations qui sont dédiées au trafic aérien et puis vous avez le mouvement des passagers qui est aussi une autre activité intéressante pour la formation de l'agent et même pour le management des relations sociales. Et à partir du bureau de l'aéroport, j'ai été affecté cette fois à Maradi, à la brigade de douane, puis à Agadez et à partir d'Agadez, j'ai été affecté à Difa. Après 1 an et quelques à Difa, la brigade de Difa, j'ai fait le concours pour revenir à l'ENA supérieur et lorsque j'ai été admis, je suis revenu et j'y ai passé 4 ans, jusqu'en 2002, donc de 1998 à 2002 j'étais à l'ENA et lorsque j'étais sorti, j'ai été nommé chef de la brigade de Tilaberi, non, adjoint je crois au début, pendant 2 ans j'ai connu 2 ou 3 chefs de brigade. Après, j'ai été chef de la brigade mobile de Tilaberi, même si le siège de la brigade était à Niamey. Puis après, j'ai aussi fait un test pour aller faire la formation supérieure. Et j'étais admis, je suis allé au Maroc sur les années 2006-2007. Et à mon retour, quelques temps après, je suis allé à la direction générale des douanes. Puis, je suis été affecté à nouveau à la cellule d'intervention et de recherche. Les citoyens l'appellent brigade nationale parce que la compétence est sur l'ensemble du territoire. Voilà ce que j'ai fait à la douane, c'était mon dernier poste d'activité sur le terrain. Parce qu'à partir de 2010 aussi, je suis retourné à la direction des relations internationales au niveau de la direction générale des douanes. C'est à partir de ce moment-là et c'est à ce poste-là que j'avais été nommé ministre des Transports en avril 2012. J'ai fait beaucoup d'unités à l'intérieur, ça m'a permis de connaître le Niger, de connaître encore les Nigériens qui sont dans ces zones-là, parce que l'essentiel de ma carrière, je l'ai faite dans les brigades des douanes. Et dans les brigades, ça vous permet d'être dans les villages au contact des populations et ça vous permet de découvrir
une bonne partie de ce que le vrai Niger. Les conditions terribles des populations, la situation d'arriération même de l'évolution de nos infrastructures à l'intérieur et le niveau peu développé de ce qu'il y a comme services sociaux, comme services nécessaires à la vie des gens. Mais à côté de, ces évolutions de carrière administrative, c'est à la donne aussi que j'ai fait un engagement très fort dans le syndicalisme. Moi, lorsque j'étais venu à l'ENA, déjà, dès ma première année, je m'étais engagé dans la structure de l'ENAM. À l'époque, c'était plutôt l'amicale, c'est donc une coopérative assez gentille, assez plutôt sur les distractions ou quelques événements culturels, quelques voyages d'études. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout fait pour transformer l'amicale des étudiants de l'ENA en syndicat. Nous avons réformé les textes pour que ce soit une organisation qui pose des revendications, qui a un œil sur ce qui se passe à l'École nationale d'administration. Et nous nous sommes battus. Et c'est dans ce combat que j'ai rencontré certains d'entre vous à l'époque, lorsqu'on devait parler sur les radios, parce que nous avons eu quand même des combats assez épiques sur la réforme de l'ENA, sur les concours fraudulés pour lesquels nous sommes battus jusqu'à l'annulation, sur l'amélioration des conditions de vie et sur comment donner du crédit à une école qui se veut être une école importante du point de vue de la formation de ceux qui font le management de l'État. Donc c'est ça que j'ai fait. Et de l'autre côté, au niveau du syndicat, je me suis investi très fort. J'ai été à un mandat adjoint du camarade Ibro. Et à partir de 2003, j'ai été élu secrétaire général de ce syndicat. Je suis resté à peu près 7 ans, mais théoriquement 9 ans, puisque j'ai laissé le mandat, c'est terminé en 2012. Mais à partir de 2010, lorsqu'il y a eu le coup d'État que vous connaissez, et que j'avais été désigné comme représentant du SNAD au Conseil consultatif national, et lorsque j'ai découvert que c'était un travail politique, très politique, j'ai décidé par moi-même de me retirer du SNAD et de laisser ceux qui étaient mes adjoints diriger et leur demander d'organiser un congrès. Parce qu'à partir de ce moment, je trouvais que ça pouvait être incompatible dans cette position-là. Donc c'est un peu mon parcours et nous avons fait énormément d'actions pour que le SNAD ne soit pas un syndicat corporatiste replié sur la douane et replié sur les problèmes des douaniers. Nous avons fait du SNAD un grand syndicat d'abord pour la famille douanière, mais aussi un grand acteur de la mobilisation de la société civile nigérienne. Et nous l'avons mis au service de ce combat-là, puisque vous savez que nous étions membres fondateurs de la coordination démocratique de la société civile nigérienne, puis membres fondateurs aussi de la CDTN, puisque la CDTN est née d'un schisme avec l'ISTN. Puis nous avons créé aussi la convergence citoyenne, tous les cadres qui nous paraissaient nécessaires à un moment pour porter la lutte sur les secteurs sociaux, sur la gouvernance et la défense de la démocratie, et puis rendre utile une organisation au-delà des agents qui l'ont eux-mêmes créée. Vous avez, pendant votre parcours au niveau de ce syndicat, en tant que secrétaire général, vous avez travaillé avec beaucoup de vos camarades, de vos anciens. On retiendra quand même ce qui s'est passé avec votre ami Ibro Ayuba vers la fin, quand vous cherchiez, chacun de son côté voulait en tout cas être élu. Bon, on ne s'est jamais affronté pour être élu. Oui. Oui, peut-être qu'on avait des lignes d'orientation différentes. Sinon, moi, je ne m'étais jamais opposé à Ibro pour les élections. Nous, on avait une ligne qui était celle de l'autonomie du syndicat, parce que j'étais convaincu, et je pense que on verra qu'on a eu raison. J'étais convaincu que le SNAD autonome était plus puissant, plus utile à la société civile qu'un SNAD aligné dans la confédération telle qu'elle fonctionnait à l'époque et telle qu'elle a évolué aujourd'hui. On se rend compte qu'on pouvait être plus utile et plus fort de cette manière. Je pense que c'était peut-être cette ligne-là qui a fait qu'on n'avait pas toujours la même vision de la chose. Mais en tant qu'individu, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, d'aucuns pensent que déjà, au niveau du SNAD, vous avez commencé à travailler pour le PNDS. Non, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, aujourd'hui, Monsieur le Président, quand on voit aujourd'hui tous les acteurs, en tout cas, qui étaient à la tête de certains syndicats, sont dans ce parti politique.
pour beaucoup d'autres personnes. Donc, c'était ça déjà, le manège avait commencé en ce moment. Non, non, je comprends et j'entends dire ça souvent que même à l'époque, lorsque nous étions là-bas, nous nous mobilisions pour ces partis-là. Ce n'était pas mon cas, même si je dois dire à la vérité qu'on avait des contacts avec tous les partis. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait porté la loi sur le statut autonome, on a fait une réunion avec le groupe parlementaire du PNDS. Et à l'époque, c'est le président Issouf lui-même qui a présidé cette rencontre. Et déjà à l'époque, les gens ont pensé que si nous étions un syndicat et que nous partions vers un groupe de l'opposition pour échanger sur une loi, cela supposait qu'il y avait des liens. Il n'y avait pas de lien absolument établi. En tout cas, moi, je n'en avais pas. Mais je considérais que nous avions une loi importante et moi, j'avais besoin du soutien de tous les députés pour que la loi soit soutenue. Parce que c'est vraiment la loi des réformes la plus importante pour la carrière de l'agent de douane, pour moderniser l'administration de douane et vraiment mettre un statut digne pour la fonction du douanier. Faire en sorte qu'il soit un agent de mobilisation des ressources, un agent de l'économie très engagé, très utile, mais en même temps le protéger dans ce qu'il fait et lui donner aussi le moyen de vie et de carrière qui paraissait confortable. Donc c'est cela. Moi, j'ai commencé à m'intéresser directement politiquement à partir de la transition. C'est clair que nous avions échangé, nous avions discuté, mais sur des considérations politiques d'ordre général. Mais le syndicat, tel qu'il a fonctionné, nous, on ne l'a jamais mis au service d'un parti politique, parce que lorsque vous le faites, bon, vous perdez l'adhésion de tous les agents. Et vous avez remarqué que nous avons réussi à faire en sorte que toutes les années que j'ai passé à la tête du Sénat, qu'on ait eu l'adhésion du maximum de l'ensemble quasiment des agents de douane par rapport aux actions que nous menions à l'époque. Vous vous souvenez de cette déclaration en treillis? Oui, je me rappelle bien, et à l'époque, je me rappelle parfaitement, puisqu'à l'époque, ils ont considéré que c'était une déclaration de guerre, ce n'était pas approprié, nous avions d'autres visées, et ils pensaient que c'était une déclaration en direct, puisqu'ils avaient demandé qu'on nous arrête si c'était une déclaration en direct. Nous l'avons faite dans ces conditions, parce qu'on en avait un peu marre, si je peux le dire, à l'époque du traitement qui était fait des questions douanières. Vous savez, pendant longtemps, je pense dans l'esprit du public, de l'opinion, ou même de ceux qui gouvernent, c'est de dire que les douaniers sont des gens corrompus, qui volent tellement d'argent, que pourquoi est-ce qu'ils posent d'autres problèmes? C'était de la fantaisie et qu'on n'est même pas obligé de regarder, puisque de toute façon, c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Nous avons refusé cela. Nous avons dit qu'il y a une carrière à développer, il y a des conditions administratives permanentes et un personnel à mettre en place pour l'agent de douane. Il y a des revenus légaux qu'il faut donner aux douaniers par rapport à ce qu'ils font. Il y a vraiment tout un environnement administratif et institutionnel à mettre en place qui est très sérieux, qui était un débat sérieux et par rapport auquel nous avions voulu qu'il y ait un débat sérieux. Et nous sommes comportés pour qu'on nous respecte, pour qu'on regarde nos problèmes. Et Dieu merci, nous avions imposé le rapport de force qui faisait qu'on avait les arguments pour que les questions soient discutées et que les questions soient résolues. C'est vrai que c'était un moment assez particulier de notre engagement syndical. Oui, pas de pression pendant cette période? Non, non, non. Il y avait quelques pressions, mais ça ne me disait rien. Moi, ce qui compte, en tout cas pendant tout ce que j'ai fait au syndicat, c'est être sûr que ce que je disais ou ce que je portais correspondait à l'attente des agents de douane. Et toutes les fois que dans un syndicat, vous portez des revendications qui sont soutenues par le personnel, quelles que soient les pressions, il faut résister parce que c'est vous qui gagnerez. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de commentaires, beaucoup de discussions pour que nous soyons un peu plus modérés. Il semble qu'on était radicaux, qu'on était sévères dans nos propos et nos opinions. Je pense que nous avions bien fait de nous comporter ainsi. Et dans tous les cas, on est resté sur des revendications nécessaires et essentielles. Et c'est important qu'aujourd'hui, ces revendications aient été satisfaites. Venons-en à présent à la période d'après le coup d'État de Salou Djibo, où pendant cette période du conseil consultatif, vous avez été nommé rapporteur ou choisi élu c'était une élection, élu 3, je crois. Voilà, élu rapporteur en tout cas au niveau du conseil consultatif. Est-ce que c'est la porte d'entrée à cette politique aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la porte d'entrée, mais c'est un moment important. Moi, je considère que le syndicalisme est un engagement politique, pas partisan. Il y a une nuance. Le syndicalisme lui-même est un engagement politique parce que quand même, au niveau des organisations des travailleurs ou au niveau des organisations des scolaires, nous prenons position sur les questions politiques liées à ce que le gouvernement fait ou ne fait pas
à un certain moment. Donc l'engagement syndical est un engagement politique, très clairement, hein, il faut le dire. Mais évidemment, vous ne l'attachez pas à un parti, mais vous l'attachez à votre conception, ou souvent simplement à partir des problèmes que vous avez dans votre corporation. Donc, j'étais déjà politique et j'étais déjà politisé dans l'appréciation que je faisais de la vie politique. Ce qui est nouveau, par contre, je dois l'avouer, c'est que moi j'ai mesuré comment fonctionnait, j'ai mieux mesuré comment fonctionnait l'État. Parce que vous savez que ce Conseil consultatif national, nous avons eu une chance importante. D'abord, la composition était magnifique, c'était les représentants de la classe politique les plus éminents, puis toutes les couches socio-professionnelles, les syndicats, l'armée, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les syndicats les plus représentatifs, toutes les centrales. Vous avez une représentation à peu près correcte de l'ensemble de l'échiquier sociopolitique nigérien et ça vous formait dans ce que vous apprenez tous les jours. Ensuite, nous avions eu la chance aussi qu'on avait mis en place un comité de textes fondamentaux qui avait fait un excellent travail de reconstruction des textes essentiels de notre pays en tirant les leçons de ce qui s'est passé jusqu'ici. Et nous, on le recevait pour analyser et amender. Et cet exercice-là, où on recevait les textes et les amendait, c'était un exercice enrichissant. Écouter les opinions des gens, les arguments, les contre-arguments, travailler à produire des meilleurs textes pour le Niger, faire un pari sur le... Et puis, quand même, beaucoup de contacts politiques. C'était donc une école pour vous parce qu'on vous voyait très attentif à l'écoute de tous les débats. Là. Absolument. Calme. Absolument. Je pense que si on devait noter les élèves, je devais être un des élèves les plus assidus. Parce que j'ai trouvé ça important. Et quand même, c'est une représentation du pays qui était là. Et puis nous, on était soucieux de l'avenir du Niger. Et c'est pourquoi nous avons travaillé dur pour être à la hauteur de ce qui était attendu de la contribution du CCM. Et en plus, nous étions tous sans expérience politique avérée. Le bureau du CCN, avec l'actuel ministre de la Justice qui en était président, moi j'étais rapporteur général, et on a mon adjoint qui était à l'époque enseignant-chercheur à l'université de Niamey. Nous n'avions aucune expérience politique partisane quelque part. On apprenait et on a fait au mieux que les travaux se déroulent bien et que la contribution du CCN soit une contribution importante. Vous savez que c'est difficile de réaliser le consensus. C'est extrêmement difficile sur les questions où chacun des partis qui étaient présents, ou chacun des groupes socio-professionnels avait sa lecture et avait son calcul en arrière-plan. Mais nous avions quand même réussi à faire de belles choses de manière à produire des textes bien pour le pays. Maintenant, comment ils sont respectés, ça c'est une autre étape qui ne nous appartient pas. Vous ne voulez pas parler beaucoup sur cette question, sur cette étape du CCN là? Oui, un peu. En tout cas, je parle de ce qui est visible. Vous êtes appelé à ne pas dire certaines choses qui se sont passées ou bien juste c'est un choix? C'est un choix, je me suis imposé un choix de ne rien dire sur certains aspects ou certaines choses auxquelles j'ai participé. Au nom de ce que je veux être pour mon pays, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça loue pesait beaucoup sur vos travaux? Non, on était très libre et très indépendant. Vraiment, le CSRD avait respecté le CCN à un niveau considérable. Moi, je suis témoin que nous n'avons jamais été influencés, nous n'avons jamais été instruits sur quoi que ce soit. Même les débats que nous avions eu sur la durée de la transition, il y avait des débats à l'extérieur, mais au niveau du CCN, moi je vous témoigne, nous n'avons jamais été influencés pour que nous donnions plus de temps ou moins de temps. C'était notre choix de dire que la transition, nous allions lui conseiller de s'en tenir à une année. Et qu'en une année, elle pouvait faire le travail qu'il faut. C'est notre choix. Ça, c'est un aspect important. Je puis le dire aujourd'hui. Jamais, moi, à aucun moment, j'étais central dans le fonctionnement du CCN. J'étais central dans la production de tous les textes qui ont quitté le CCN pour aller au CSRD. Mais jamais personne ne m'avait chuchoté un tel point de vue, une orientation qui venait du CSRD. À partir de l'installation, nous avons eu des discussions lorsqu'il fallait souvent aller présenter les textes, expliquer ce que nous avons fait, mais nous n'avons jamais été ni instrumentalisés ni mis sous pression. Le PNDS n'a pas été favorisé par le Conseil consultatif? Bon, je ne sais pas, c'était un parti au même titre que les autres. Mais pourtant, beaucoup pensent, après l'arrivée au pouvoir du PNDS, beaucoup
d'acteurs de la transition ont été nommés à des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Bon, peut-être qu'ils avaient les relations extra avec le parti que vous évoquez déjà à l'époque, j'imagine. Mais en tout cas, dans le fonctionnement du CCN, moi, je n'ai pas senti l'influence d'un quelconque parti. On l'aurait refusé de toute façon. Mais évidemment, chaque parti faisait prévaloir ses points de vue dans la salle, et certainement par l'intermédiaire de beaucoup d'acteurs qui sont au CCN, pour que le point de vue soit apporté le plus largement possible. Et c'est normal, j'imagine que c'est tactique, c'est pas particulier. Mais nous, en tant que bureau du CCN, nous n'avions jamais fonctionné de cette manière-là. Vous savez, à l'époque, le contexte était que nous devons faire en sorte que nous ayons les meilleurs textes possibles, les textes qui peuvent être pratiques, et ensuite nous assurer qu'il n'y ait jamais un revirement institutionnel possible. Ça, c'était quand même, je pense, un esprit qui impactait sur les travaux. Comment faire en sorte pour que quelqu'un, une personne ne puisse pas profiter d'une mauvaise rédaction d'un texte pour commettre un acte qui peut être attentatoire à la stabilité institutionnelle. C'était cela qui était l'esprit. Et puis nous avions voulu profiter du CCN, du fait que c'était une période de transition, pour introduire de nouveaux textes qui confèrent de nouveaux droits. Vous savez qu'on a beaucoup parlé sur la dépolitisation de l'administration. Nous avions fait une classification des postes pour que n'importe quel gouvernement qui vient au pouvoir puisse savoir que ces postes-là ne relèvent pas du politique, mais soit un domaine technique où tous les Nigériens, dès qu'ils sont méritants, dès qu'ils ont les capacités, puissent être appelés à les exercer. Puis nous avons fait en sorte que les médias aient accès à l'information. Que ce soit une donnée de la gouvernance, que l'information soit publique. Bon, maintenant, évidemment, quand vous faites le bilan, vous voyez que nous avons fait de très beaux textes, mais l'application, elle est très mauvaise, elle est quasiment médiocre, puisqu'en certaines circonstances, même nous sommes retournés en arrière. Donc voilà un peu l'état d'esprit du CCN. Tirer les leçons du passé, avoir de meilleurs textes qui peuvent peut-être façonner des institutions plus vertueuses pour notre pays, donner de nouveaux espaces de droit et de liberté pour les citoyens, encadrer la gouvernance pour qu'elle soit plus correcte. Et puis, renforcer la cohésion. Vous vous rappelez, nous avons élaboré un pacte républicain où il y a des engagements moraux, politiques très forts pour que l'ensemble des citoyens, quel que soit leur statut, civil et militaire, nous nous engagions à former une nation cohérente, solide, basée sur les valeurs. Et on considère que les valeurs, elles sont permanentes et sont impersonnelles. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Donc je ne pense pas, en tout cas de notre point de vue, et tel que nous l'avons vécu à l'intérieur, nous n'avons pas été instrumentalisés par un parti quel qu'il soit. La transition est très bien posée ici. Et alors, qu'est-ce qui explique, juste après l'élection du président Issoufou, que vous soyez dans son gouvernement, vous et quelques collègues acteurs de la transition de Salou? Bon, je ne sais pas, moi je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, il y a une sorte de proximité idéologique à l'époque, puisque je pense qu'à l'époque, nous étions nombreux à considérer que c'était un parti progressiste. Et nous sommes de l'école progressiste dans le mouvement syndical. Notre projet, c'est de dire qu'il faut un autre pays, un meilleur pays. Et ça a créé quand même une proximité idéologique ou politique à un certain moment qui a permis que nous ayons été ensemble dans le gouvernement. Mais déjà, en ce moment, est-ce que M. Ibrahim Yacouba a déjà pris la carte du PNDS ou bien il n'y a aucune idée de cela? Déjà, à quel moment? Au moment de la nomination. Non, lorsque j'ai été nommé, c'est clair que j'étais militant du PNDS. C'est clair que lorsque j'ai été nommé, je l'ai été en tant que... Moi, je n'avais pas été nommé en tant que représentant de la société civile, mais comme un acteur engagé dans ce parti-là, à cette période-là. On peut avoir la date où Ibrahim Yacouba a adhéré au PNDS? Ah non, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas parti formellement dit que j'adhère, mais il y a des actes qui valent adhésion. Moi, je n'ai pas été nommé et je ne me suis jamais revendiqué comme représentant de la société civile ou de mon ancien syndicat. Non, je suis allé comme militant et vous m'avez vu dans toutes les activités politiques de ce parti, que ce soit dans les régions, à l'intérieur du pays, dans toutes les régions ou au niveau national. Je me suis engagé formellement dans ce parti. Cette partie de votre parcours politique au sein d'un gouvernement dirigé par le PNDS, c'est une aubaine pour vous, pour votre choix politique, pour votre avenir politique? Moi, je considérais toujours cela comme des étapes.
Moi, je pense que l'homme politique ou l'homme tout court, il se construit au travers des étapes ou des écoles ou des opportunités. Et moi, j'ai considéré le gouvernement, les 2 moments où j'ai été au gouvernement, au transport, aux affaires étrangères, essentiellement comme des écoles. Apprendre comment ça fonctionne, exprimer son point de vue, avoir une meilleure vision, façonner une meilleure vision pour soi-même. Même si on n'avait pas d'ambition plus longue ou ailleurs, lorsque vous êtes au gouvernement, vous apprenez beaucoup de choses. Évidemment, si vous voulez apprendre, puisqu'il y en a qui veulent faire autre chose et qui le font bien, c'est s'occuper de marché et avoir beaucoup d'argent. Moi, mon ambition, c'était d'apprendre et de faire mon devoir, parce que je considère que c'est un devoir lorsqu'on est au gouvernement. Quelle que soit la mission qui vous est confiée, quel que soit le contexte, à partir du moment où vous l'acceptez, il faut la faire au maximum de vos capacités et de votre engagement. Cela me paraît être un principe de vie, tout simplement. Poste de ministre des Transports, c'était votre premier poste au sein du gouvernement. Et puis, Prof. Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République. C'est un hasard ou bien c'est... Mais bon, c'est la volonté du président de la République. Moi, c'est le président de la République qui m'a appelé pour que je sois au gouvernement au niveau du ministère des Transports. Et c'est lui qui m'a nommé effectivement à son cabinet. C'est lui qui peut expliquer pourquoi. Directeur de cabinet, c'est pas un petit poste comme on dit. C'est un poste important. C'est le cabinet du président est une institution particulièrement importante. Ça vous permet d'avoir une vision de tout ce qui se fait au gouvernement, de tout ce qui se fait dans le pays. Et ça également, je l'ai considéré comme une école. Et vous avez vu, à l'époque, je m'étais investi à 100% pour cette mission parce que c'est nécessaire dans sa formation. Et dans sa... Moi, j'ai une quête permanente. C'est de comprendre comment fonctionne mieux l'État et c'est de comment on trouve satisfaction aux problèmes qui sont posés par les populations. Vous dites que c'est un choix du président. Est-ce que ce choix a été accepté par vos autres collègues? Ah, je ne sais pas. Si on regarde a posteriori, ça n'a pas été accepté, mais ça, c'est une autre histoire, comme on dit. C'était son choix. Je pense que ça n'a pas beaucoup plu à l'époque, mais ça, c'est l'histoire et ça, c'est leur opinion à eux de ne pas accepter ou d'accepter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au maximum de ce que je devais faire. On dit que vous êtes le chouchou pourtant du président. Ah, moi, je ne sais pas. Il faut peut-être demander au président. Moi, j'ai fait mon devoir. Lorsque j'avais été nommé, j'ai fait efficacement au maximum des missions qui étaient confiées au transport. Je me suis occupé de tous les secteurs de transport. Faire en sorte qu'en partant, je n'ai pas de regrets pour dire que j'aurais pu, alors que j'étais là. Et c'est la même manière que j'ai fait lorsque j'étais au cabinet du président. Les missions qui m'ont été confiées, je les suivais avec beaucoup de sérieux et de rigueur. J'étais arrivé au bureau, il y avait une liste de textes, d'institutions à mettre en place. J'ai fait mon agenda et à mon départ, toutes les institutions que je devais impulser pour qu'elles soient mises en place, elles ont été mises en place. Tous les textes ont été adoptés. C'était mon choix, dire que je suis là pendant un moment, je m'en irai certainement un jour, mais en m'en allant, j'ai fait le point que j'ai accompli ma mission et je l'ai faite. La date du 23 août 2015. Bon, ça c'est un moment aussi important dans l'évolution de ma carrière politique. Le 23 août 2015, nous avons fait une grande déclaration à Douchi avec mes camarades pour fustiger comment le parti au pouvoir fonctionnait. C'était... Votre parti? Oui, c'était mon parti. Comment il fonctionnait à l'époque. Nous avions fait une déclaration, une grande mobilisation. Vous savez qu'à la veille, ils ont interdit tous les espaces publics pour que nous nous mobilisions. Ils ont interdit même les espaces privés de certains camarades que nous avaient donnés à Douchi. Ils ont amené des gardes. Et puis sans qu'il y ait un quelconque mot d'ordre, les milliers de gens qui étaient venus pour la déclaration se sont retrouvés devant ma porte. Et ils ont envoyé la police pour dire qu'il faut aller nous arrêter. Bon, la police a constaté que ce n'était pas possible avec le monde qu'il y avait. Et nous avons fait notre déclaration. Et la veille, on a échangé beaucoup avec eux pour dire qu'il faut la reporter. Moi, j'ai dit que ce n'était pas possible de la reporter. On va faire cette déclaration. On dira notre point de vue sur comment ça se passait à l'intérieur du parti. Et nous l'avons fait. Et puis, je crois que après un jour ou deux, ils m'ont exclu, je crois, dans une
déclaration, ils ont considéré... C'est avec amertume, on dirait que vous parlez de cette... Non, 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 pas du tout. Vous vous rappelez que lorsque j'avais été exclu, beaucoup de gens ont travaillé pour dire il faut écrire une lettre d'excuse pour que tu puisses être réhabilité. J'ai dit mais je n'écrirai rien du tout. Lorsque j'ai été exclu, je suis allé présenter ma démission du cabinet du président. J'ai juste demandé quelques heures pour faire mes cartons du bureau et puis quitter. Je n'avais aucune amertume, je n'avais... Mais sinon, beaucoup de gens étaient venus chez moi, nuitamment, ils proposaient, il faut écrire, mais j'ai refusé. Mais pourtant, le président ne voulait pas de votre démission. Mais je ne sais pas, moi je l'ai faite pour moi-même, pas pour quelqu'un. Je considérais qu'à partir du moment où j'avais été exclu, je n'avais plus rien à faire dans le système. Parce que pour moi, tout est cohérent lorsque vous êtes dans un système bien précis. Bon, il faut être en accord avec ce qu'il porte. Si vous n'êtes pas en accord, vous quittez. Et moi, c'est pour cela que j'ai quitté et j'ai considéré que c'était un moment politique très fort pour nous, très important ce qui s'est passé le jour-là. Donc, c'est pour ça que moi, je retiens la date de la déclaration que nous avons faite à Douti, mais je vous assure que je ne connais pas la date de mon exclusion, parce que je pense que vous avez donné la date de l'exclusion du parti. Je ne la connais pas, j'étais totalement... Avant la déclaration, j'avais été appelé par un des dirigeants de ce pays dans son bureau pour me dire qu'il y aura une réunion demain et que je pouvais être exclu. J'ai dit, mais que cela soit. Ça ne me disait rien et vous avez remarqué que je n'ai cherché l'intermédiation de personne pour que la réunion ne se fasse pas. J'avais été informé formellement dans le bureau d'un de ceux qui dirigent le pays qu'il y aura la réunion. Mais Le président, vous étiez son directeur de cabinet, était-il au courant de ça? Ah si, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je l'ai jamais Vous étiez son directeur de cabinet adjoint quand même. Mais en tout cas, moi, je ne lui ai jamais posé cette question-là. Je ne sais pas. Vous disiez que c'est le président qui vous a nommé à ce poste de directeur de cabinet. Donc ce n'est pas la structure du SEN de votre parti en ce moment, le PNDS. Il aurait fallu qu'au moment de le quitter ou face à cette situation, que vous lui rendiez compte. Mais je pense que les événements qui ont conduit à mon départ du cabinet du président, à ma démission, étaient connus de tout le monde. De tout le monde, donc à fortiori du président. Moi, je n'avais rien d'autre à dire. J'étais solidaire de mes camarades qui ont initié cette déclaration-là. Et je suis resté solidaire jusqu'au bout. Donc pour moi, tout ce qui était autour n'avait pas d'importance particulière, honnêtement. Ok. Exclu, Ibrahim Yacoub exclu du PNDS, vous créez un autre parti, le Mouvement Patriotique Nigérien. Alors là, c'est une belle étape. Ah oui, c'est une... Mais avant le MBN Kishinkasa, en fait, on a tenté de faire d'autres partis, mais je crois qu'ils étaient informés, ils les ont bloqués. En vérité, on a déposé 2 ou 3 partis. Moi-même, personnellement, avec celui qui est devenu mon suppléant, le député Massani, on est allé officiellement déposer le texte d'un parti qui n'a jamais été reconnu. Puis, on est parti, on a rencontré, je crois que c'était le SG, on a demandé le ministre, on nous a dit qu'il était absent. Je viens de dire que nous avons décidé de créer un parti. Vous vous rappelez, on avait fait une déclaration à Africa Hall où on annonçait qu'on créerait un parti. Eh bien, nous l'avons fait, nous avons pris tous les textes et nous sommes partis. Ils ne l'ont jamais reconnu. Après, nous sommes organisés, on a vu quelques camarades qui étaient avec nous dans le syndicat. Ils ont déposé encore un autre parti. Là également, je crois qu'ils ont su et ils l'ont bloqué. Donc, c'était la 3e tentative quand même pour que... Donc, vous avez berné le pouvoir pour créer le MPN. Non, on a été très loyaux. Je pense que c'est rare même que les gens s'affichent. Nous, on était les seuls à aller s'afficher. C'est 2 jours que je suis parti moi-même avec l'ensemble. Après, puisque vous avez constaté qu'ils rejetaient. Oui, non, évidemment, on travaille quand même. On ne peut pas laisser un système qui est basé sur l'injustice étouffer les libertés. La création des partis est une liberté reconnue aux citoyens. Mais puisqu'à l'époque, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, évidemment, il faut travailler pour les contourner. Et je pense que beaucoup de partis sont nés comme ça, de la mauvaise volonté du gouvernement à respecter même les libertés essentielles comme celle de création d'un parti politique. Lorsque vous partez vous-même, on suppose, eh bien, soyez plus intelligents que ceux qui veulent violer les lois. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, parlez-nous de cette étape de création. Ah oui, c'est un défi, c'est un gros défi. Vous savez que nous l'avons créé à 57 jours des élections. Mais c'est vraiment la volonté des camarades essentiellement. Lorsque moi j'avais démissionné, nous avions fait une réunion avec tous ceux qui étaient avec nous lorsqu'on avait fait la déclaration et qui
qui ont estimé que non, ce qu'on a fait, on ne visait pas une personne, mais on visait un système, dire qu'il y a des tares liées au fonctionnement de ces partis-là, il faut les corriger pour que ce soit un vrai parti, pas un fonctionnement sectaire comme celui-là. Donc, nous avons dit que puisque nous avions un projet, nous avions une opinion, même en nous engageant à titre individuel dans l'ancien parti qui était le nôtre, c'était de dire qu'on a un projet pour changer le pays, pour transformer le pays. Et nous nous sommes mis sur le projet nous-mêmes de créer une nouvelle formation politique et d'aller à toutes les élections. Avec tous les mécontents du PNDS? Avec tous ceux qui... Et avec plus de militants du PNDS oui, à la création? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que la plupart étaient ceux qui étaient avec nous, absolument. C'était avec eux au début que nous avions créé le parti, parce que c'était un peu nos compagnons politiques. Plus une autre catégorie vraiment importante, des jeunes et des femmes qui, eux, n'ont jamais fait la politique et n'ont jamais voté. Même aujourd'hui, la composition du MPN, quand vous regardez, la plupart, l'écrasante majorité, à part ceux qui étaient, comme vous avez dit, mécontents des autres partis, l'écrasante majorité, c'est des jeunes et des femmes. Et ils ont un point commun, c'est de dire que c'était leur première expérience politique avec nous, leur premier vote, leur premier engagement politique. Et je pense que c'était peut-être ça qui faisait croire aux gens que bon, on s'amusait. Non, vous voyez, c'est juste des jeunes et des femmes qui ne comprennent rien, qui ne savent rien de la politique. C'était pas grand-chose. Et en fait, ils s'est trompé parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Quel rôle a joué quand même d'outils votre ville dans cette situation de création de MPN, la population de Douti? Oui, d'abord la déclaration a été un moment fort parce que c'est une déclaration juste au niveau de la commune de Douti, ils se sont mobilisés. Et au niveau du vote, nous avons été fortement soutenus dans cette région. Moi, je m'étais présenté dans la commune de Matankari et vous avez remarqué que dans l'ensemble du département, la proportion des voix que nous avions eues en si peu de temps, et face à des partis très anciens et très enracinés de la zone, elle était exemplaire. Qu'est-ce qui a fait cette réussite en 6 mois de création, 5e aux élections? En politique, généralement, il y a un aspect qui est important, c'est l'implantation. Mais lorsque j'étais arrivé au gouvernement et que j'étais dans l'activité politique, j'étais constamment à Maradi et à Douti, dans ces deux régions-là. Peut-être que ces contacts permanents ont fait en sorte que nous étions plus implantés là-bas qu'ailleurs. Et c'est peut-être cela qui explique que nous ayons assez progressé dans ces deux régions, dans ces deux zones, assez facilement. Mais un élément qui est particulier et qui nous a surpris, nous tous, c'est que dans l'ensemble des bureaux de vote du Niger et de la diaspora, il n'y a pas un seul bureau de vote où nous n'avions pas eu des gens qui ont voté pour nous. C'est cette adhésion nationale qui était mon élément de fierté. Et je l'ai dit après la proclamation des résultats, ce n'était pas le fait qu'on soit arrivé 5e et qu'on ait réalisé cette performance en peu de temps. Mon sentiment, mon élément de fierté et de satisfaction le plus important, c'était que nous étions portés par l'ensemble du pays et de la diaspora en si peu de temps. Il y a des zones où nous ne sommes jamais allés. Il y a des zones où nous n'avons jamais parlé à personne, ni au téléphone, ni par écrit, ni même de manière indirecte. Mais le jour du vote, dans tous les bureaux de vote de la diaspora, dans tous les bureaux de vote du Niger, il s'est trouvé des hommes et des femmes qui ont voté pour nous. Et ça, j'en suis extrêmement fier et j'en suis extrêmement reconnaissant. Après ces élections, donc, arrivé 5e au présidentiel, contre toute attente, vous rejoignez vos anciens amis. Oui, et lorsque nous sommes arrivés 5e, nous avons été approchés par les deux candidats qui étaient à liste. À l'époque, le président Hama était en prison, mais il nous a envoyé une délégation de 2 présidents du parti qui sont encore là, qui sont venus me voir pour dire que le président Hama souhaitait qu'on le soutienne. J'ai dit que je note et que nous allons présenter cela à notre bureau. Et nous avons été approchés par le président de la République et son premier ministre également pour que nous soutenions le président Issouf au 2e tour. Vous avez remarqué que nous, on a été le dernier à nous prononcer. Nous sommes un parti fondé sur la démocratie. Lorsque nous avions eu connaissance des 2 propositions, nous avons discuté pendant 9 jours pour dire qui nous devons soutenir ou bien nous ne devons même pas nous abstenir. C'est essentiellement la volonté des militants. Moi, je ne me suis pas prononcé, je ne le voulais pas, pour ne pas influencer qui que ce soit, pour laisser les gens s'exprimer. Et nous avons mis en place un comité. Après, le bureau politique s'est réuni à Africa, où on a fait une grande assemblée générale pour dire que finalement, nous soutenons le président Issouf au 2e tour. Beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le parti étaient surpris.
Mais tous ceux qui étaient dans le parti du village jusqu'à la ville, qui ont participé au processus de réflexion, étaient bien impliqués, les gens ont donné leur point de vue. Et même ceux de la diaspora, parce que nous, si on avait grandi de cette manière-là, ce n'est pas parce que nous, on était différents ou on était riches, non, c'est parce que les gens ont adhéré. Et j'avais considéré que la contrepartie de cette adhésion, c'est qu'ils soient responsables de la décision qu'ils devaient prendre par rapport au deuxième tour. Donc c'était une décision du parti, dans son entièreté, de soutenir le président Issoufou. Peut-être que c'était lié un peu à la composition que vous avez évoquée. Oui, à l'époque, l'essentiel du parti était constitué des gens qui étaient avec nous dans ce parti-là et qui sont venus. J'ai toujours pensé que c'était essentiellement cela le moteur. L'influence de la décision, puisqu'ils étaient les plus nombreux, mais ça a été une décision démocratique dans ce parti. C'est vrai qu'au niveau de l'opinion, on n'avait pas été compris, parce qu'on avait eu un discours très dur contre le pouvoir à l'époque sur ces questions. Mais lorsqu'il s'est agi pour ces jeunes partis de se rallier, je pense que l'influence d'une ancienne appartenance a fait que cette décision a été prise. Mais c'est vraiment une décision de l'ensemble du parti. D'ailleurs, vous avez remarqué, lorsqu'elle avait été prise, il n'y a eu aucune contestation, aucune réserve sur cette question. Et vous nous avez écouté, nous, lorsqu'on avait adhéré. On a fait une déclaration à peu près en 2 paragraphes. D'abord, nous estimons et nous espérions qu'il allait être porteur d'une gouvernance honnête, préservation des libertés, réduction de la pauvreté et consolidation des institutions démocratiques. Deuxième paragraphe, c'était espérer que ce soit un gouvernement capable d'être au service de la lutte contre le terrorisme et tous les trafics. C'était cela notre espoir, que ce gouvernement soit un gouvernement de consolidation de la démocratie, de l'élargissement des libertés et puis de promotion d'une gouvernance honnête. Ces 2 paragraphes de votre déclaration n'étaient pas respectés, ce qui vous a amené à encore quitter... Absolument, absolument. Oui. Et je pense que nous, on a eu un parcours quasiment unique dans l'histoire politique. Parce que souvent, les gens ils disent, non, il a démissionné, non, ils ont été chassés. Non, il faut se rappeler que notre comportement à l'intérieur du gouvernement, je ne connais pas, peut-être qu'on est jeune dans la politique, mais je ne connais pas un parti qui s'est comporté de la manière dont nous on s'est comporté. Même eux, lorsqu'à un moment ils avaient quitté une mouvance, ils ont fait la déclaration en quittant. Mais nous, à partir de la première année, j'ai écrit une lettre au Premier ministre pour dire qu'il est en train de conduire un projet de réforme électorale qui va nous amener dans une mauvaise direction. J'étais ministre des Affaires étrangères et j'avais 1 an au gouvernement. J'ai écrit les points que je considère comme dangereux pour la consolidation de la démocratie. Et j'avais écrit, j'ai dit au Premier ministre que toute réforme qui n'était pas faite pour renforcer la démocratie, concevoir l'inclusivité, était une réforme dangereuse. Et qu'au-delà, derrière cette réforme-là, je sens qu'ils avaient un projet caché. Mais j'étais au gouvernement. Je ne connais pas dans l'histoire du pays un parti qui s'est comporté dignement comme nous l'avons fait. Ce n'est pas des chuchotements, c'était une lettre écrite au Premier ministre et qui a été lue en Conseil de ministres. Lors de notre anniversaire, j'avais dit que ce qui arrive à notre pays, nous ne le méritions pas. Mais j'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai dit dans mon discours que vous ne pouvez pas faire la promotion d'un meilleur Niger si vous bâtissez cette gouvernance sur le népotisme, la corruption. J'avais dit que nous sommes tous témoins que la corruption est en place, que l'école est en train d'être détruite, la santé est en train d'être détruite. Je ne connais pas dans toute l'histoire récente de notre démocratie un parti qui s'est comporté de cette manière. Et lorsque, en avril, le jour où il y avait l'inauguration de l'échangeur, nous vous avons appelé à une déclaration. Et dans cette déclaration aussi, on a dit ce qu'on pense sur l'arrestation des acteurs de la société civile et sur le projet de confiscation électorale prévu par le gouvernement. Nous étions encore dans le gouvernement. Donc nous sommes quasiment, probablement le seul exemple d'un parti politique qui est allé dans une alliance et qui a affirmé ses opinions. Vous connaissez l'histoire de notre lettre. Au début, quand on avait fait la lettre au Premier ministre pour dénoncer son projet confiscatoire de liberté et des élections à travers le vote, on était 2 partis. Mais la deuxième lettre, parce que j'ai écrit une deuxième lettre, lorsque la CENI avait été mise en place, et j'ai écrit au Premier ministre pour lui dire, mais les soupçons, les doutes qu'on avait à l'époque, lorsqu'on vous accusait de nourrir un projet malhonnête d'organisation des élections, ces soupçons étaient même loin de la vérité. Maintenant, nous venons d'avoir une CENI monocolore à 100%, une organisation des fichiers biométriques contrôlée par le parti État. Mais à ce moment-là, j'étais seul. Parce qu'entre-temps, l'autre parti s'est comporté comme la plupart des partis que nous avons ici. C'est de dire on peut être dans une alliance, mais on s'aplatit, on ne dit rien, on supporte tout, on subit tout. Et on laisse l'autoritarisme s'ériger
et se renforcer quotidiennement. Donc, le MPN est un parti qui ne peut donner que des leçons aux gens. Mais souvent, j'entends comme si, bon, mais non, nous avons été les seuls qui avons eu cette posture-là. Historiquement, au Niger, je ne connais pas un seul exemple d'un parti, pendant qu'il est dans une alliance, dénonce à travers 3 lettres au Premier ministre, 2 déclarations publiques, des conférences de presse, de comportement du gouvernement dans lequel il appartient. Nous avons été seuls à le faire. Vos actions sont considérées comme du populisme par certains. Oui, c'est ça qu'ils disent. Mais si c'est du populisme, je vais poursuivre. Si c'est dénoncer le vol sur nos ressources, je vais poursuivre le populisme. J'ai fait le choix de dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites en politique. Vous ne pouvez pas être élu et considérer que lorsque vous êtes élu, vous possédez le pays. Non, ils ne possèdent pas le Niger. Ils ont un mandat, c'est un 5 ans, dans lequel ils ont fait des promesses et ils sont tenus de tenir ces promesses. Mais lorsque à l'intérieur de l'élection, le début et la fin de toute action que vous posez, c'est l'enrichissement. Le début et la fin de toute action que vous posez, c'est détourner les ressources publiques pour des considérations personnelles ou partisanes. Nous n'avons plus en face de nous un gouvernement qui est digne d'assumer les fonctions du gouvernement. Le gouvernement, c'est être au service de la collectivité. Jamais un gouvernement n'a été conçu comme un moyen d'enrichissement personnel de ceux qui sont au gouvernement. Sinon, on ne ferait pas des élections. Sinon, on ne vous demanderait pas un programme. Sinon, peut-être qu'on se mettrait à lutter, on prendrait le plus fort d'entre nous, il va se comporter comme il le fait, et il va gérer le pays comme il l'entend. Regardez ce qui s'est fait dans ce pays. Il n'y a rien, il n'y a aucun tabou qui n'a pas été brisé. Le Niger, c'est géré comme une épicerie. Ils font ce qu'ils veulent lundi, ils font ce qu'ils ne veulent pas mardi, ils décident de ce qui doit être dit. Même les crimes, ils les catégorisent. Ça veut dire que si vous êtes un simple citoyen, vous écrivez quelque chose sur Facebook, vous allez en prison. Mais si vous êtes l'élu de Dieu, qui est dans le parti de Dieu, vous pouvez voler des milliards et vous pavaner comme vous voulez. C'est comme cela que ces pays fonctionnent. Regardez comment ils font par rapport à ceux qui ont dénoncé le détournement. Regardez, finalement, ils sont tous arrêtés et jetés en prison. Mais ceux qui, eux, ont pris l'argent, l'ont volé, ils sont à liberté. Mais plus grave, je n'ai jamais vu ce comportement-là dans un pays normal. C'est-à-dire que le gouvernement dit que non, c'est moi qui ai organisé l'audit. Mais chaque matin, ce ne sont pas les opérateurs économiques qui le font. C'est le gouvernement lui-même qui s'emploie, qui travaille ingénieusement, avec de la sueur, pour que ce dossier soit étouffé ou qu'il soit réduit à sa plus simple expression. Mais si c'est vous qui l'avez commandé, si c'est vous qui l'avez fait, donc vous devez poursuivre un objectif. Or, aujourd'hui, on remarque clairement leur objectif, leur préoccupation, c'est faire en sorte que ce dossier soit vidé. Je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait avoir un tel type de gouvernement. Donc, ils découvrent le vol, ils découvrent les infractions les plus graves, parce que c'est le scandale le plus grave de l'histoire de notre pays. Dans un secteur en guerre, où nous avons perdu des centaines et des centaines d'hommes, lorsqu'à l'époque ça s'est chuchoté, que les militaires disaient qu'ils n'avaient pas d'armes, beaucoup de gens ne croyaient pas, puisque le président annonçait solennellement chaque fois qu'il mettait 15-20% de nos ressources à la défense, personne ne croyait. Mais lorsque c'est le ministre de la Défense lui-même dit que les armes, les munitions ne détonnaient pas, lorsque le ministre de la Défense lui-même dit que ceux qui ont fait ces crimes-là, s'il avait la possibilité, il les éjecterait d'un avion pour qu'ils chutent et qu'ils meurent, mais vous mesurez la gravité de la situation. Mais, à partir de cette fuite-là, le gouvernement n'a pas donné suite, qui correspond à la frustration du ministre de la Défense, qui correspond à la frustration des Nigériens et à la colère de tous ceux qui ont perdu leurs enfants, du fait que, selon le ministre de la Défense, que les armes étaient des armes qui ne marchent pas. Il y a des gens qui meurent et il y a à côté ceux qui se font beaucoup d'argent sur cette guerre. Cela n'est pas acceptable, ni aujourd'hui, ni demain. On ne doit pas avoir un peuple qui accepte cela. Rien n'est fait, la malgouvernance continue comme vous le dites, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un contre-pouvoir? Peut-être qui devrait être les partis politiques de l'opposition. Je pense que nous ne sommes pas assez forts pour imposer au gouvernement un comportement correct. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que l'indignation et la colère des Nigériens ne sont pas traduites par les mouvements de protestation qui conviennent. La politique est une chose aisée. Lorsque vous êtes frustré, lorsque vous avez une colère, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer par ce que vous dites, par ce que vous écrivez et dans les manifestations contre le gouvernement. Si vous laissez un gouvernement agir comme il le fait, il peut croire même que les gens ont adhéré.
Je l'ai dit une fois et je le pense sincèrement. Hein. Il y a deux choses que ce gouvernement a réussi de manière claire, vous ne pouvez pas contester. Un, industrialiser le vol et le pillage. Et la deuxième chose, c'est faire peur aux Nigériens. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement le plus mauvais de l'histoire du Niger. Parce que à l'époque, si j'avais dit ça, on va dire, mais pourtant Ibrahim, il les soutenait, il avait dit le contraire. Oui, oui, dites une chose jusqu'à ce que vous découvrez le contraire. Et lorsque vous découvrez le contraire, ne faites pas semblant que vous ne la voyez pas. Ne faites pas semblant que vous n'êtes pas au courant. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne sait pas que c'est une véritable industrie de pillage qui est mise en place. Ce que nous avons vu à la défense, c'est probablement et certainement une partie de l'iceberg qui est dans tous les secteurs. Parce que, quand même, si vous remarquez, ce gouvernement-là, il ne s'est pas caractérisé par des choix politiques nouveaux ou audacieux. C'est pourquoi certains, comme nous, à un moment, ont cru pour dire, bon, c'est un parti qui peut être progressiste. C'est-à-dire le changement à l'intérieur, ou des prises de position panafricanistes à l'international, nous ne les avons pas. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui s'est distingué par des prises de position pour dire l'Afrique doit faire ceci, la dignité du Niger. Non, c'est essentiellement un gouvernement qui s'est distingué par son aplatissement aux intérêts étrangers. Lorsque le président de la République s'adresse et fait les allocutions, il ne s'adresse pas aux Nigériens. Il s'adresse à l'étranger. Il s'adresse, il est fier de ce que nous avons fait pour réprimer la migration, au nombre de bases étrangères qui sont installées au Niger, aux multiples réunions et aux répétitions mécaniques des mots d'ordre internationaux qui sont à l'ordre du jour. Mais les préoccupations, l'émergence des nouveaux Nigériens, plus dignes, des Nigériens auxquels on satisfait les besoins sociaux de base, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous avez vu la posture qui est faite, c'est qu'on vient à Niamey, on fait des routes surfacturées, extrêmement corrompues, de sorte que celui qui atterrit à Niamey, il va dire, oh, le Niger a changé. Oui, il a changé, parce qu'à l'intérieur, là, que vous ne voyez pas, la pauvreté, elle s'est amplifiée. Elle est devenue plus dure, la misère s'est renforcée, l'éducation est abandonnée, la santé est liquidée, l'agriculture et l'élevage sont abandonnés. C'est ça le vrai Niger. Mais le Niger qu'ils veulent offrir aux Nigériens, c'est le Nigérien, c'est le Niger de la route qui va à l'aéroport, qui est déjà hypothéqué sur 30 ans, jusqu'aux résidences ou aux salles de conférence. C'est ce Niger-là qui compte pour eux, pour qu'ils aient bonne conscience qu'ils ont changé quelque chose. Comment on peut avoir bonne conscience lorsqu'on sait qu'à l'intérieur du Niger, la pauvreté s'est approfondie. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas capable, même dans les villes, de fournir l'eau et l'électricité. Comment on peut avoir bonne conscience? Vous avez vu l'article de l'ancien chercheur de l'université qui considère que nous sommes plus pauvres que nos compatriotes du moment de l'indépendance. Comment dans ces conditions, on peut être fier juste parce qu'on a fait un goudron avec des lampadaires, etc. C'est ça le Niger qu'ils veulent offrir. C'est ça l'imposture qui est construite autour de ce gouvernement. Et si vous ne voyez pas ça, si vous ne chantez pas les louanges de l'échangeur, vous êtes un opposant qui est aigri. Non, nous sommes des gens responsables. Vous êtes le seul opposant dans ce cas. Mais que je sois seul, ça ne change rien. Je garderai ma position parce que je pense qu'elle est juste. Je pense qu'elle est juste et je pense qu'elle est nécessaire. Et je pense que le Niger mérite mieux. Vous qui m'interviewez aujourd'hui, vous avez été à l'école publique jusqu'à ce que vous deveniez agent de l'État ou employé au privé, mais vos parents n'ont rien payé. Vous avez eu une école de qualité. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources. Moi, je suis allé à l'école primaire, école Lobby à Maradi, jusqu'à l'ENA et je suis allé à la douane. Jamais on n'a payé quoi que ce soit pour mon éducation. Et je suis fier d'avoir rencontré tout mon parcours des enseignants dignes, dévoués, bien payés, bien considérés à l'époque de leur mission. Mais aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, tous les enfants qui vont dans les écoles publiques n'apprennent rien. Ibrahim Yacoub et le MPN ne sont pas dans le réel politique. Non, nous sommes dans le réel du peuple. Moi, je pense que si la politique n'est pas capable de produire une alternative utile pour le peuple, elle n'en vaut pas la peine. Moi, je ne la ferai pas. Je ne ferai plus rien qui ne soit pas nécessairement lié à la satisfaction du peuple. Puisqu'au fond, c'est ça le contrat, non? Au nom de qui, au nom de quoi, pardon, est-ce qu'on vous mettrait devant si vous ne vous souciez pas de la population? Avez-vous le sentiment d'être seul dans ce combat? Non, les Nigériens, ils adhèrent, ils sont les plus nombreux. Nigériens, vos militants? Non, je parle des Nigériens. Moi, je considère les militants du MPN comme une composante du peuple. Et pourtant, on ne voit que le MPN. Les gens pensent que c'est le MPN seulement qui fait l'opposition. C'est notre choix.
Vraiment, c'est notre choix. Comme je vous ai dit. Parce que vous êtes jeune leader, jeune parti politique, Non, vous ne connaissez pas. Non, parce un peu... qu'on a fait un choix. D'ailleurs, certains, souvent, ils se moquent, ils se disent, non, c'est des enfants, hein. Ils sont juste pressés, ils vont aller se casser la figure. Mais ils ne connaissent pas notre projet. Nous, notre projet, c'est que ce qu'on dit correspond au vrai Niger. Est-ce que vous connaissez, je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous connaissez un parti qui est au pouvoir avec 3 ministres qui prend une position publique contre son gouvernement? Quand on le fait, ce n'est pas parce qu'on est des jeunes, comme ils disent toujours, ah, Ibrahim Yacoub, il est pressé. Non, je suis responsable. Lorsque je soutenais ce régime, je l'ai fait, même souvent avec du zèle. Parce que je croyais, honnêtement, je croyais que ces régimes-là, ces pouvoirs-là pouvaient apporter du changement. Et c'est pour cela que moi, lorsque je faisais la politique, probablement, je suis même certain, lorsque j'étais au gouvernement, je dois être le ministre qui est le plus à l'intérieur du pays. Il n'y a absolument aucun doute. Lorsque j'étais au ministère des Transports, lorsque j'étais au cabinet du président, et même lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères, où j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, le rare moment où je suis au Niger, je suis à l'intérieur du pays. Donc j'ai même la prétention de dire que la plupart de ceux qui nous dirigent là, ils ne connaissent plus le Niger. Peut-être qu'ils l'ont connu un moment. Aujourd'hui, ils ne le connaissent plus. Et c'est pourquoi ils ne s'adressent pas à ces pays. Et c'est pourquoi ils disent, ah, Ibrahim, c'est du populisme. Que, quels que soient les qualificatifs qu'ils choisiront, ce sera leur problème à eux. Moi, mon problème à moi, c'est de voir un Niger où les considérations populaires sont satisfaites. Vous dites que ce régime, c'est un régime corrompu, de corrupteurs, qui instaure la malgouvernance partout. Est-ce que Ibrahim Yacoub, quand même, a été approché pour qu'il se taise ou bien menacé? Non, ce n'est pas seulement moi qui le dis, ou ce n'est pas uniquement moi qui le dis, mais c'est les Nigériens qui le disent. Vous avez vu une étude d'Afrobaromètre que nous avons commentée qui dit que lorsque les Nigériens, qui montre le point de vue, la vraie opinion des Nigériens lorsqu'ils sont interrogés dans l'anonymat et la discrétion, vous avez vu, quasiment une écrasante majorité des Nigériens disent que ce gouvernement conduit ces pays dans une mauvaise direction. Et une grande fraction de notre pays pense que c'est une administration et c'est un gouvernement corrompu. C'est une gouvernance corrompue. Donc c'est le point de vue des Nigériens. Évidemment, tous les Nigériens ils n'ont pas accès à Anfani pour le dire, mais moi j'ai accès à Anfani et je le dis aujourd'hui, c'est le point de vue des Nigériens. Vous avez été approché ou bien certains de vos militants ont été approchés pour se taire? Non, je ne sais pas, moi, personne ne m'a... Mais pourquoi on serait approché? Par contre, on est critiqué là-dessus, vous voyez tout le temps. Pourquoi Ibrahim les critique alors qu'il était avec eux? Non, mais même si j'étais avec eux, je ne peux pas cautionner ça. D'ailleurs, c'est le devoir de même ceux qui sont au pouvoir de dénoncer cela. Dénoncer un acte, c'est le devoir de chacun, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve. Donc on ne va pas dire, non, au nom du fait qu'on était avec eux, on ne dénoncerait pas. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur leurs anciens et sur leurs nouveaux alliés? Ça, ils le font tous les jours, quotidiennement, selon le moment où ça les arrange, ou lorsque vous êtes amis ou adversaires à eux, ils disent ce qu'ils pensent. Mais ça ne les dédouane pas demain de dire une chose contraire et de faire le contraire. Nous, notre position, notre développement, dans le développement de notre parti, il faut que les choses soient claires. Quel que soit par ailleurs notre cheminement, nous avons voulu être honnêtes avec tout le monde. Non, nous n'avons pas voulu faire semblant. La vérité aujourd'hui, la coalition qui est en place au Niger, mais en vérité, il n'y a qu'un seul parti qui décide, qui agit pour tout le monde. Les autres ne participent pas à la coproduction des politiques publiques ou à la coproduction des décisions publiques. Ils suivent. Et c'est cela qui était attendu de nous. En plus, ils disent, mais il a même été ministre des Affaires étrangères. Quand même, c'est un poste important. Comment il peut se permettre de dire cela? Non, parce que ça correspond à notre ligne. Donc, au Niger, là, nous sommes quasiment le seul parti qui peut donner des leçons de courage à tout le monde à l'intérieur d'une alliance. Beaucoup de partis ont fait des déclarations après, a posteriori. Mais nous l'avons fait pendant que nous sommes là. Nous l'avons couché sur papier pour que ça soit connu sur l'histoire. Et nous avons assumé nos positions. Vous qualifiez ce régime quand même d'un régime liberticide, mais pourtant... C'est pas vrai? Mais pourtant, M. Ibrahim Yacoub n'a jamais été inquiété. Mais moi, je n'ai rien fait qui puisse m'amener à... Moi, je ne fais même pas ce qu'ils faisaient. Comme on dit, moi, je ne crée pas des choses. Je dis ce qu'ils font.
Ils peuvent fouiller partout, rien contre Ibrahim Yacouba. Mais même demain, ils peuvent trouver quelque chose contre moi, ils peuvent me jeter en prison. Vous n'avez pas peur? Mais je n'aurai jamais peur parce qu'ils ne me donneront pas un jour de plus sur ma vie, parce qu'ils ne changeront pas mon destin. Même demain, s'ils veulent chercher quelque chose, ils trouveront, ils me jetteront en prison. C'est leur propre problème à eux. Moi, mon problème à moi, c'est que pendant que je suis en vie, pendant que je peux faire quelque chose pour mon pays, que je remplisse mon contrat. Et aujourd'hui, mon contrat, c'est de dire ce qui doit être. Si vous remarquez, depuis que nous sommes à l'opposition, même dernièrement, j'ai fait une analyse sur la loi des finances. Toutes les fois que nous critiquons, nous proposons quelque chose d'alternatif. Pour dire que nous ne sommes pas soucieux de leur situation à eux, mais de la situation de notre pays. Donc, toutes les fois que nous critiquons un texte de loi, nous proposons des alternatives. Pour dire, vous le faites très mal, mais voilà ce que vous devrez faire. Donc, moi, ce qui peut m'arriver, ce qu'ils peuvent chercher ou trouver, les raisons qu'ils peuvent trouver pour m'arrêter, c'est leur problème et à eux seulement. Moi, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas ma préoccupation. C'est votre problème. On a touché un peu à une entreprise que votre épouse dirige. Est-ce que c'est Ibrahim Yacouba qui est cherché? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Elle a dit à l'opinion ce qui s'est passé et elle a été très explicite et très claire sur ce qui était en train de se passer. Et aujourd'hui, l'ensemble des Nigériens se sont rendus compte au nom et autour de quoi ce projet a été fait. Et je pense qu'elle a été très claire et très complète sur cette question. Très claire, très complète. C'est Ibrahim Yacouba qu'on cherchait? Elle a dit ce qui s'est passé là-bas. Votre sentiment par rapport à ça? Mon sentiment, c'est que les Nigériens sont très intelligents. Ils sont capables de comprendre tout ce qui se fait autour et dans une affaire quelle qu'elle soit. La gestion d'un parti politique n'est pas chose facile, comme le syndicat, comme les autres associations de football et de sport que vous avez eu à diriger. Dans ce parti-là, le MPN, quel est le sentiment? Vous avez un sentiment de bien réussir la gestion de ce parti? J'espère que je ne sais pas, je ne peux pas moi m'auto-juger, les gens jugeront, mais nous faisons un travail difficile. D'abord parce que, comme vous avez dit, toute organisation est difficile, mais ensuite parce que nous sommes pour la plupart nouveaux dans la politique, en tout cas dans la gestion d'une organisation de cette taille. Et ensuite, nous sommes dans un environnement très difficile où le pouvoir ne fait aucune concession aux partis de l'opposition. Même les ressources qui sont dues aux partis politiques qui ont un certain résultat, elles sont bloquées par la volonté de ces gouvernements. Et pourtant, c'est une loi. Donc, c'est un contexte difficile, mais c'est exaltant de voir que chaque jour nous posons le pierre pour chaque jour dans les villages, dans la ville, à la diaspora pour nous renforcer. Mais c'est extrêmement difficile. Parce que nous avons commencé à moins de 2 mois, puis nous sommes devenus ce que nous sommes. Vous avez vu, nous avons eu beaucoup de difficultés à gérer même le comportement de certaines personnes. Vous savez? Oui, vous avez perdu des militants et même des députés. Oui, on a... Bon, les députés, on les a exclus. C'est nous qui les avons exclus. Les deux, nous les avons exclus. D'abord parce que nous considérons que ce qu'ils faisaient était inacceptable, puisque bon, le premier voulait faire un congrès à quelque part, et le deuxième, pendant que nous étions à l'opposition, a dit qu'il soutenait le président de la République. Nous considérons que la position du parti étant de s'opposer à ces gouvernements, ces mauvais gouvernements, nous n'avons pas accepté que les partis le fassent. Certains partis ont accepté cela, que leurs députés. Nous avons refusé. Nous avons dit que nous faisons un choix très clair. Et qu'en fin de compte, en politique, c'est le parti qui fait les hommes, ce n'est pas l'inverse. Donc nous les avons exclus pour cela, pour dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire en politique. Les élections, s'il y a élection pour cette année, c'est dans moins de 6 mois. Pourquoi vous doutez, vous? Non, c'est un sentiment. Je pose la question au président d'un parti politique. Mais je ne veux pas vous décourager. Y aura-t-il élection? Mais c'est obligatoirement, il faut des élections. C'est le mode de dévolution du pouvoir dans une démocratie. Donc il y aura forcément et obligatoirement. Vous allez y participer? Absolument, nous l'avons annoncé que nous participerons à tous les scrutins qui seront organisés dans ce cadre. Comment envisagez-vous son organisation? Nous la dénonçons tous les jours. Nous sommes très en pointe contre l'organisation. Et vous avez vu, même là, nous avons été très sérieux avec nous-mêmes et avec l'opinion. Lorsque le code électoral était en train d'être changé, nous étions au gouvernement, nous l'avons dénoncé. Et nous avons écrit au Premier ministre, en indexant les articles et en faisant des propositions article par article, pour dire voilà les dispositions qui ont fait le consensus dans toute l'histoire électorale du Niger. Voilà une tradition qui nous a servi, c'est le dialogue.
revenez à cette histoire-là, revenez à cette tradition pour que nous ayons un processus auquel tout le monde participe. Parce que la qualité d'un processus, c'est l'adhésion de tout le monde. Même si vous êtes sûr de gagner, vous ne pouvez gérer un pays que lorsque les gens ont fait confiance au processus qui vous a permis d'arriver au pouvoir. Si les gens ne croient pas à ce processus, ils vous combattront et ils vous feront tomber, il n'y a aucun doute, quelle que soit la situation. Donc nous l'avons dit lorsque nous étions au gouvernement, nous l'avons écrit, et comme je vous ai dit, nous sommes probablement un des partis qui a le plus travaillé sur le code électoral, article par article, disposition par disposition, nous avons écrit, nous avons rédigé une recommandation. Et vous avez vu, lorsque nous avions quitté le gouvernement, le Premier ministre a tenté de nous convoquer à quelque session du CNDP. Nous avons refusé. À la troisième lettre qu'il avait écrite, je lui ai répondu. J'ai dit, nous, en tant que MPN, et au nom du Front Patriotique, nous n'irions à cette réunion que lorsque vous acceptez d'inscrire le code électoral comme point de discussion. Et il l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, nous sommes partis. Et nous avons lu une déclaration pour dire, voilà ce que nous estimons être notre héritage en matière d'organisation des élections. Nous appelons le gouvernement à ne pas s'en écarter et à revenir au dialogue. Et nous avons mis en place un comité ad hoc. Nous avons beaucoup travaillé, nous, au niveau de l'opposition et au niveau des autres partis pour que ce comité voit le jour. Mais lorsque, à partir du 26e jour, on s'est rendu compte que même si les dispositions habituelles, traditionnelles, ils ne voulaient pas faire de concessions, nous avons en ce temps quitté ce comité et nous sommes partis. Donc nous avons dénoncé la loi électorale depuis que nous étions au gouvernement et lorsque nous l'avions dénoncée, nous avons apporté des propositions article par article. Lorsqu'il s'est agi du recrutement de l'opérateur biométrique, nous avons fait une déclaration au CCOG pour dénoncer les conditions opaques de son recrutement et pour rappeler que le parti-État, par son président, avait dit il y a quelques années que lorsque vous contrôlez le fichier électoral, vous contrôlez les résultats des élections. Nous avons dit en vous appliquant à vous-même votre propre théorie, nous vous rappelons que nous ne sommes pas d'accord que vous contrôliez exclusivement le processus d'enrôlement biométrique et que vous en fassiez ce que vous voulez. Et même ça, nous avons fait des propositions dans la configuration de la direction du fichier biométrique. Lorsque l'enrôlement a commencé et que nous avons vu qu'ils achetaient les récépissés ou qu'ils faisaient les pressions pour les récupérer, nous avons porté plainte au tribunal de grande instance de Zinder. Nous avons réuni toutes les preuves vidéo, les preuves écrites, les témoignages des gens à qui on a acheté les récépissés, qui ont été soumis à pression, les personnes qui ont été transportées d'une région à une autre qui ne connaissent ni de leur maman ni de leur papa, nous avons porté plainte, mais nous n'avons eu aucune suite. Donc vous avez vu, sur notre combat contre le processus électoral, nous avons été constants, sérieux et rigoureux avec nous-mêmes. Toutes les fois que nous contestons, nous avons une proposition alternative. Et lorsque nous avons vu que les déclarations, les conférences n'ont servi à rien, nous avons dit, bon, nous sommes une démocratie, il y a un juge, nous lui donnons le moyen de sanctionner ceux qui violent la loi. Mais personne ne nous a cherché. Malgré tout, vous croyez à l'organisation de ces élections? Je crois à l'obligation de les organiser. C'est ça ce que la loi a dit. Mais toujours consensus pourrait être trouvé. Ce serait bien. Ce serait bien qu'il y ait un consensus et c'est notre quête permanente. Ça soit trouver un consensus parce que nous sommes une opposition, mais à nous seuls on ne fait pas la loi. Et à nous seuls on ne peut pas organiser une élection. Donc forcément que nous le voulions ou pas, nous devons nous asseoir avec eux. Et qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent s'asseoir avec nous pour qu'il y ait une élection consensuelle. Parce que normalement, l'organisation des élections dans une démocratie établie, elle ne donne pas cours à ce genre de dénonciation. On confie même à un gouvernement de l'organiser. C'est une activité traditionnelle des administrations. Mais puisque dans nos gouvernements, nous ne les faisons pas confiance, d'ailleurs eux-mêmes maintenant, ils reconnaissent qu'au Niger, ils ont dit, leur ministre a dit, que personne ne fait confiance au président et au ministre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est un membre de leur gouvernement. Donc, puisque eux-mêmes savent que personne ne leur fait confiance, on peut créer la confiance en acceptant un compromis. En plus, ce qui est demandé, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de particulièrement élevé pour eux. Il n'y a rien de particulièrement inaccessible pour eux pour qu'ils le refusent. Puisque ce que nous avons demandé, c'est ce qui a été pratiqué avant et qui avait garanti la transparence. Mais aujourd'hui, puisqu'ils se savent impopulaires, ils ont besoin d'une loi qui doit être pour eux une provision pour s'assurer
le vote, ou par la corruption, ou par la manipulation, etc. Est-ce que selon vous, toutes les conditions sont réunies pour l'organisation de ces élections? On parle notamment du vote des Nigériens à l'extérieur de la diaspora. Est-ce que vous pensez, puisque dans ce contexte aujourd'hui d'insécurité, de Covid-19, tout est là pour une bonne organisation? Non, même en dehors de la question du Covid-19, même en dehors de la question de la sécurité, en fait, il n'y a pas la volonté pour faire des bonnes élections. Vous savez que le fichier biométrique est un engagement de 10 ans. Normalement, le président de la République s'était promis de le mettre en place dès la première année de son premier mandat. 10 ans, il ne l'a pas fait. Donc, en dehors de tout le contexte, si vous voulez avoir de bonnes élections, il faut que la volonté soit. Or, pour ce que nous avons en face, il n'y a pas la volonté. Ce qu'ils veulent, en vérité, c'est de créer les conditions pour qu'ils organisent les élections dans n'importe quelle condition et que leur candidat puisse être élu. Le candidat que vous avez des relations avec lui? Oui, j'avais des relations avec lui, particulièrement lorsque j'étais dans le parti, au gouvernement, etc. Nous avons eu de très bonnes relations avec lui. Vous dirigez un parti politique, il dirige un parti politique, il n'y a pas d'approche, il n'y a rien? Non, nous sommes, nous, à l'opposition de ces régimes. Rien ne dit à l'opposition comme au pouvoir que vous n'allez pas vous voir? Non, on se voit dans le cadre du dialogue qu'ils ne veulent pas. Moi, je travaille personnellement, vraiment, je pense que je travaille personnellement pour que le dialogue se mette en place. Parce que j'ai une conviction simple, je voulais indiquer, il n'est pas possible à notre opposition, malgré le niveau de détestation qu'on peut avoir à l'égard de n'importe quel gouvernement, une opposition ne peut pas faire la loi toute seule, elle ne peut pas faire le consensus toute seule. Donc j'ai beaucoup travaillé pour que les groupes se retrouvent et que nous ayons un dialogue. Malheureusement, ce n'est pas bien vu de tous les côtés, notamment du côté du pouvoir, qui pense qu'il a un allié, c'est le temps. Il pense qu'il va gagner du temps et arriver aux élections. Mais vous voyez bien qu'ils sont bloqués même par leurs alliés. Parce que tous les jours, la CENI découvre qu'elle sera en retard, elle découvre qu'elle ne fait pas bien les choses, etc., etc., etc. Vous serez candidat? Ah oui, mon parti m'a investi, Inch'Allah. Je serai candidat aux élections si je suis vivant. Bazoum, de l'autre côté aussi? Bon, ça c'est leur choix, ils choisiront qui ils voudront. Ils pourraient même ne pas choisir, c'est leur volonté, moi je ne peux pas la commenter. Moi, mon parti m'a investi et si Dieu me prête vie en ce temps-là, je serai candidat et si je ne suis pas vivant, le parti aura un autre candidat. Aucune occasion de volte-face? Non, il n'y a pas de tergiversation. Nous sommes ceux qui peuvent donner des leçons aujourd'hui. Parce qu'à partir de 2017, nous avons imprimé un comportement de courage et de loyauté que personne n'a pu avoir. Lorsque nous avons décidé de dénoncer le gouvernement auquel on appartient, je ne connais pas d'exemple comme ça. C'est notre choix et je suis heureux que les militants le comprennent et l'assument. C'est notre choix de nous poser en alternance et en alternative à ces systèmes-là. Nous le combattrons parce que c'est un système dangereux pour notre pays. Je vous assure, même le travail que vous faites là, vous ne pouvez pas le faire si ce système perdure. Vous avez bien vu qu'ils n'ont aucun égard pour les libertés. Ils considèrent que les libertés sont une fantaisie supplémentaire que les gens ne doivent pas avoir parce qu'eux, ils sont au trône, ils décideront de qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit dire quelque chose et qui ne doit pas le dire. Il y a une conception totalitaire du pouvoir qu'ils ont, mais elle est nécessaire à leur survie. Il faut qu'ils écrasent tout, qu'ils dominent tout, qu'ils détruisent tout pour qu'un système aussi mauvais, aussi médiocre puisse perdurer. Un système de cette nature, de cette très mauvaise nature, ne peut pas perdurer dans un mécanisme de liberté et de démocratie. Donc c'est pour cela qu'ils ont... Regardez quand même, des gens vont en prison au Niger parce qu'ils ont dit des conversations privées sur WhatsApp. Est-ce que nous n'avons pas honte que nous soyons là, qu'une femme qui a dit quelque chose sur WhatsApp dans une conversation privée soit envoyée en prison? La loi dit qu'il faut t'envoyer en prison pour une conversation privée? Non, la loi dit qu'il faut chercher ceux qui organisent la criminalité sur le net. Est-ce que ce que je peux te dire à toi peut être une organisation criminelle à partir du moment où je n'ai pas dit qu'il faut faire un projet pour destituer un pouvoir, qu'il faut tuer quelqu'un, qu'il faut attaquer quelqu'un? J'ai dit mon opinion dans une conversation comme je le fais ici. Mais au Niger de 2020, une femme peut aller en prison pour cela. Quelqu'un écrit une chose sur Facebook, il peut aller en prison pour cela alors qu'on peut apporter le démenti. Vous pouvez porter plainte 3-4 fois. Nous avons un nombre de plaintes que je ne connais pas. Vous pouvez apporter des plaintes, elles n'auront aucune suite. Mais quelqu'un qui a le pouvoir, il porte plainte, vous arrivez directement le même jour de la police
à la prison. Mais les actes graves qui sont très graves, les liés au narcotrafic dans ce pays, liés au détournement, au trafic de devises, au pillage des ressources publiques de notre pays, le plus pauvre considéré au sens de l'IDH, ces actes-là ne donnent lieu à aucune sanction. Mais si vous, Kader, il dit, vous dites que non, non, ces gens-là ne vont pas organiser des élections. Quelqu'un a dit ça, il est allé à la PJ. Est-ce que c'est croyable quand même? Moi j'ai du mal à croire que, voilà, nous sommes dans un pays, une démocratie. Quelqu'un dit, ces gens-là n'organiseront pas des élections. Il est à la police. Une femme qui sur WhatsApp a une de ses amies, je ne veux pas payer cette cotisation pour la gestion du Covid. Elle va en prison. Non, quand même. Mais cela va, je vous assure, il ne faut pas se tromper. Cela va continuer tant que nous n'aurions pas une réaction populaire importante qui dit que ça suffit, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Tant que nous n'avons pas cette réaction-là, eh bien, ils continueront à faire ce qu'ils voudront, le jour qu'ils voudront, et sur qui ils voudront le faire. Quelles sont vos relations avec Salou Djibo? Salou Djibo, c'est le président du CSRD. Je l'ai connu lorsqu'il était président du CSRD. Et nous avons gardé de bonnes relations avec Salou. Vous savez, avant même que je sois au gouvernement, je suis dans la fondation et je travaille avec Salou. Je l'ai accompagné dans beaucoup de déplacements. Nous avons gardé des relations de parfait respect et de parfaite considération mutuelle entre nous. Une alliance MPN-Doubara? Nous n'avons jamais parlé politique avec lui. Nous avons gardé de très bonnes relations personnelles avec lui. Que je l'ai connu au moment de la transition et j'ai gardé mes relations avec lui jusqu'à après. Sans surprise que vous apprenez qu'il a un parti politique? Bon, c'est son choix. Il a quand même été président de ce pays, chef d'État de ce pays. C'est un choix qu'il ne peut pas, moi que je ne peux pas commenter et qui lui revient à lui d'expliquer. Moi, je vous ai dit, mes relations sont bonnes avec le président. Aujourd'hui, le MPN va-t-il seul, sans alliance, aux élections ou bien déjà vous avez des soutiens? Non, nous considérons qu'il faut que nous soyons très unis, très forts pour changer ce système-là. Donc vous avez vu, lorsque nous sommes venus à l'opposition, notre première démarche c'est d'avoir un front qui regroupait une douzaine de structures. Et la deuxième démarche, c'est tout faire pour mettre en place une alliance avec le FRDR. Nous sommes très contents aujourd'hui qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, nous avons une approche commune. Vous avez vu, depuis plus d'un an, toutes nos activités sont soutenues par l'ensemble des fronts de l'opposition. Donc notre conception de la gestion du pouvoir, notre conception des élections, elle est basée par une solidarité très forte au niveau de l'ensemble des fronts de l'opposition. Il n'y a pas ici, c'est pas ce qui va se jouer en 2020, en décembre là, c'est pas la place d'une personne, c'est pas la position d'une personne. C'est le choix pour récupérer notre pays. Je l'ai dit déjà, ils ont vraiment gagné les élections et ils ont considéré que le Niger est leur butin personnel, dans lequel ils peuvent prendre l'argent qu'ils veulent pour faire les activités qu'ils veulent. Ils ont choisi de faire dans ce Niger-là qui est acceptable et qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, le statut de Nigérien, la citoyenneté de Nigérien ne vous donne aucun droit. Ce qui vous donne le droit, c'est votre appartenance au clan qui nous dirige. Et ça, ce n'est pas un pays normal. Ce n'est pas un pays acceptable en 2020. Donc nous, notre combat, notre projet, notre activisme au sein de l'opposition et auprès du peuple nigérien, c'est de dire, nous allons produire une dynamique qui va renverser ce système en décembre 2020, Inch'Allah, au prochain élection. C'est une question de salut. Si nous ne réussissons pas, je dois prendre les gens à témoin qu'ils auront perdu tout. Il faut que nous fassions tout pour les empêcher de rester au pouvoir au-delà du mandat qui leur a été confié. Si ce qu'ils ont fait est bien et qu'ils s'en félicitent, tant mieux. Qu'ils gardent cela pour leur propre archive et pour leur propre fierté personnelle. Si ce qu'ils ont fait pour le Niger est mauvais, et je pense que le plus mauvais que bien, c'est le temps d'arrêter et d'impulser une nouvelle alternance. Ce qui est bien, ce n'est pas qu'on change un système et dire, bon, puisque nous avons fait partir, nous nous comporterons comme eux ou nous ne ferons rien. Ce n'est pas vrai. Ce que nous, on attend en tant qu'MPN, c'est qu'à chaque moment de l'histoire, le peuple soit capable d'imposer le comportement qu'il veut à n'importe quel gouvernant, qui qu'il soit. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, peut-être. C'est pour ça qu'on écrit beaucoup et qu'on va partout. Et lorsqu'on va, c'est de dire que, en vérité, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ça que nous disons. Toutes
toutes nos activités, tous nos meetings, c'est dire aux gens, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Au niveau communal, c'est vous qui pouvez choisir un maire. Et c'est vous qui pouvez sanctionner un maire lorsqu'il est mauvais. Au niveau régional, sur les listes de députés, c'est vous qui avez le choix des députés et de les sanctionner lorsqu'ils sont mauvais. Au niveau national, c'est vous, par votre bulletin, qui avez le choix de sanctionner un mauvais gouvernant ou de récompenser sur le bien. Mais aujourd'hui, au Niger, je ne sais pas s'il se trouve un secteur qui se porte bien. Moi, je ne le connais pas. Monsieur le Président, quelle est votre relation avec le président Hama Amadou Loumana? Nous avons de bonnes relations avec le président Hama et avec son parti. Vous avez vu, lorsque moi j'étais en France il y a un peu plus d'1 an, lorsqu'on l'avait rencontré, on avait diffusé cela. Alors qu'à l'époque, il était interdit de le rencontrer. Le pouvoir en place a voulu considérer cela comme un sacrilège, comme la faute à ne pas commettre, comme si il était banni à vie et qu'il ne doit pas rencontrer les gens. Lorsque nous sommes partis le rencontrer, nous avons longuement discuté des heures durant de notre pays, de ce qu'on peut faire ensemble dans la dynamique de l'opposition. Et nous l'avons publié. Et nous avons aujourd'hui des discussions régulières avec son parti. Même lorsqu'il n'était pas là, nous étions constamment en discussion avec son parti. Nous faisons le choix de tous ceux qui veulent faire le changement de ce système. Votre dernier mot? C'est 2 choses importantes, vraiment. Le premier, c'est la prière, pour que Dieu garde notre pays dans la sécurité et la paix. Ce gouvernement en est incapable. De toute évidence, nous perdons chaque jour du terrain, nous perdons chaque jour des hommes civils et militaires, on les enlève. Il y a des groupes terroristes qui prélèvent l'impôt dans notre pays. Donc ce gouvernement en est incapable. Je prie Dieu qu'il nous préserve et qu'il nous maintienne en paix. Je prie Dieu qu'il donne un hivernage fécond pour les populations des agriculteurs de notre pays qui sont les plus importantes. Et l'autre, c'est un appel à la résistance. Je le dis tous les jours. Lorsque un peuple accepte de se taire, il devient complice des mauvaises pratiques qui sont en place. Lorsqu'un peuple accepte de subir l'injustice, il perpétue l'injustice. Nous avons la possibilité dans une démocratie de dire non, de nous battre, de nous élever, de sortir massivement pour que le monde entier soit témoin de notre frustration et de notre colère. Mais ça, c'est un processus auquel nous participons. Et le dernier mot, c'est un appel à les sanctionner. Nous avons à faire à un système qui va utiliser beaucoup d'argent, qu'il utilise de tous les trafics, connus ou pas connus du grand public, pour aller battre campagne. Moi, j'appelle les Nigériennes et les Nigériens, dans le secret de leur vote, à faire usage de leur conscience pour battre ce système et faire en sorte que cela soit une sanction pour tout celui qui peut arriver au gouvernement. Savoir que lorsque vous êtes élu et que vous devenez en cours de route un mauvais gouvernant, le peuple vous sanctionne. Donc j'ai prié Dieu qu'il nous aide à réaliser l'alternance cette année, Inch'Allah.